Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la répression de la résistance en France par les autorités d'occupation et le régime de Vichy. Mais tout d'abord, savez-vous réellement ce qu'est la résistance? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à notre historienne préférée, Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Océane, qu'est-ce que la résistance? Alors pendant la guerre, on appelait résistants ceux qui s'opposaient au régime de Vichy et à l'occupation allemande. Dans le cas français, les résistants se sont rassemblés dans 3 types d'organisations différents. On ne trouvait pas des résistants qu'en France, il y en avait aussi aux Pays-Bas, en URSS, en Pologne, en Italie, en Yougoslavie, en Grèce et même en Allemagne. Et oui, il y avait des résistants jusqu'en Allemagne. Mais ils furent rares et impitoyablement réprimés. Les historiens estiment à 300 000 le nombre de résistants ayant participé de façon militaire. Et en France, les mouvements de résistance les plus notables sont les forces françaises de l'intérieur, FFI, n'est-ce pas? Exactement, vous avez tout à fait raison. Très bien, je suis heureuse d'avoir complété votre réponse. Maintenant, nous allons parler de la répression, de ses objectifs et de ses moyens. D'accord, donc je vais commencer par la répression française. Donc tout d'abord, les résistants étaient des hommes et des femmes de tout âge, mais souvent jeunes, voire très jeunes. Ils étaient issus de toutes les couches sociales. Et qui ont combattu aux côtés des résistants français? Alors ce sont les étrangers qui ont combattu aux côtés des résistants français, c'est-à-dire les antifascistes italiens, les antinazis allemands, les républicains espagnols réfugiés en France, les immigrés polonais et arméniens, et enfin les juifs apatrides. Bien. Et que risquaient les résistants? Les résistants risquaient à tout moment d'être dénoncés, arrêtés, torturés, emprisonnés, exécutés ou déportés. Ils constituaient une toute petite minorité courageuse qui a suscité à la fin de l'occupation un mouvement social beaucoup plus vaste, entraînant l'adhésion de la majorité des Français. Que devenaient les Français capturés par les Allemands? Alors dans un premier temps, les résistants capturés sont condamnés soit à mort, soit à des peines de prison purgées en Allemagne, mais ils deviennent des martyrs et l'effet de dissuasion escompté est faible. Revenons à la répression française. Quand les structures de répression sont-elles mises en place et comment? Alors dès l'été 1940, des structures de répression sont mises en place contre d'abord toute forme d'opposition intérieure, révocation de fonctionnaires et de magistrats, révision des naturalisations accordées depuis 1927, les loges maçonniques, les communistes, les juifs, c'est-à-dire selon l'idéologie de Vichy, tout individu dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique. La première résistance est individuelle, mais elle s'organise, devient menaçante, d'où le discours de Pétain du 12 août 1941 sur le vent mauvais. Comment font-ils pour renforcer les moyens de répression? Ils se renforcent par la police et la justice. Des services spécialisés sont aussi créés, par exemple de SPAC, Service de police anticommuniste, qui devint en juin 1942 le SRMAN, Service de répression des menées antinationales. Toutes ces polices dépendent de l'intérieur et d'un secrétaire général spécialement affecté à cette mission. Et c'est à la suite du changement stratégique opéré par le Parti communiste au printemps 1941 que des structures d'exception se mettent en place, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Très bien. Alors, pouvez-vous maintenant nous parler des moyens allemands? Oui. Alors, avant le 1er juin 1942, la répression est du ressort du MBF. Son administration est divisée en 2 états-majors. Le premier est chargé des questions militaires, remise en état pour les besoins militaires, entretien, voies de communication, garde des prisonniers, sécurité de la troupe, justice. Le second est responsable des maintiens de l'ordre. Le MBF dispose de la GFP et de l'Abwehr. Ces forces de sécurité de l'Abwehr, au total, disposent de 100 000 hommes en 1941, 40 000 en mars 1942 et 200 000 en 1943. Surtout, les radios avec des succès spectaculaires et par ce biais collectent des informations et pratiquent l'intoxication. Le centre de commandement est à Paris. Le GFP arrête. À partir de 1942 s'ajoutent les forces d'opération stationnant en France. Elles comptent 400 000 hommes. La 7e armée, commandée par le général Dolman, est déployée en Normandie. Elle devra s'opposer au débarquement le 6 juin 1944. Son état-major AOK s'installe au Mans.
Très bien. Vous avez utilisé beaucoup de vocabulaire qui, je pense, nécessite des explications. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le MBF? Oui, alors le MBF, c'est l'abréviation de Militärbefelber in Völkersch, qui signifie commandant de militaires en France et qui est installé à Paris. D'accord. Et GFP, ainsi que Labwehr? Alors le GFP est en réalité le diminutif de GEM Feldpolizei, qui signifie police de champ secrète, et Labwehr est un service de renseignement de la Wehrmacht dépendant de l'OKW. Labwehr, chargé des services secrets et du contre-espionnage, procède en zone occupée à des vagues d'arrestations. Par exemple, c'est un agent de Labwehr, Robert Halech, qui fait tomber une bonne partie du réseau du musée de l'homme. Très bien. Et vous venez nous parler de la Wehrmacht et de l'OKW. Que signifient ces termes? La Wehrmacht est une armée allemande placée sous l'autorité de l'OKW, qui est l'abréviation de Oberkommando der Wehrmacht et qui signifie commandement supérieur des forces armées allemandes. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces explications. Je vais maintenant vous demander, si vous le voulez bien, de nous parler des principaux services de police allemands. J'accepte avec plaisir. Alors, dès l'invasion, les services de police nazis, calqués sur ceux du Reich, s'installent dans les zones occupées, à commencer par la SIPO-SD, qui est une police de sûreté et service de sécurité de la SS. Cet organisme dépend directement du RSHA de Berlin, l'office principal de sécurité du Reich. Cette SIPO-SD, dirigée en France par Helmut Kochen, coiffe la Gestapo, police secrète d'État, et la Kripo, police criminelle, chargée des crimes et de droit commun. À ces polices s'ajoute encore Orpo, police chargée du maintien de l'ordre au quotidien. L'ensemble des polices se trouve sous les ordres d'un chef supérieur de la SS et de la police, le général Karl Oberg, qui s'installe en mai 1942 en France. Cette date marque le transfert des pouvoirs de police à la SIPO-SD, qui est chargée du maintien de l'ordre et de la répression de la résistance. Elle comptera 10 antennes en zone nord, puis à partir de novembre 1942, 6 zones sud. Le général Oberg négocie avec Bousquet, le secrétaire général de la police française de Vichy, un accord de coopération et de partage des tâches. Cet accord Bousquet-Oberg sera renouvelé en 1943 et étendu à la zone entre-temps occupée à son tour. Très bien, je trouve ce résumé assez complet. Alors, puis-je vous demander de nous parler de la répression exercée par le régime de Vichy? Oui, je vais vous en parler. Il est parfois allégué que les répressions judiciaires, sentences prononcées par les tribunaux, ou les internements, fusillades d'otages ou déportations opérées par les forces d'occupation, dépendant pleinement du commandement militaire, MBF, furent d'abord modérés. La répression n'aurait revêtu un caractère brutal qu'en réponse à des activités terroristes et illégitimes de la résistance, essentiellement attaques contre les militaires à partir d'août 1941. En réalité, il est brutal alors même que l'agitation était peu importante, mais elle entraîna de nombreuses fusillades pour des actes parfois anodins, voire accidentels, des dommages occasionnés à des installations militaires ou de simples voies de fer qui étaient parfois totalement banales, bousculades dans la rue. Elles s'étaient considérablement durcies dès le printemps 1941, donc avant le premier attentat dirigé contre un militaire allemand et ayant entraîné son décès, attentat commis par le résistant Fabien au métro Barbès à Paris le 21 août 1941, et avant l'extension du rôle des polices civiles du Reich, courant 1942. D'accord. Et qui s'occupait des exécutions des condamnés à mort? Alors c'est la Wehrmacht, les bataillons de sécurité. Ils procédaient aux exécutions des condamnés à mort comme celle des otages, parfois surtout dans le cadre de la procédure
NN, première vision appliquée par les services répressifs du MBF. Les inculpés furent expédiés en Allemagne où ils furent jugés en secret. Et qui avait la responsabilité des abus? Pendant la première période des débuts de l'occupation au printemps 1942, l'ensemble des exactions était donc pratiquement sous la seule et entière responsabilité de l'autorité d'occupation, c'est-à-dire du commandement militaire. Bien. Avez-vous quelque chose à rajouter à ce sujet? Eh bien, à partir de mai 1942, prise de fonction du chef supérieur de la SS et de la police en France, le HSSPF, Karl Oberg, il y eut un partage de l'action répressive dans la zone occupée entre la Gestapo et les autres polices civiles, Orpo et Kripo, et le commandement militaire. Ce dernier fut alors pratiquement privé d'une grande partie de ses compétences judiciaires. En gros, l'arrestation des résistants. D'accord. Eh bien, si vous avez fini sur ce sujet, alors je vous propose de continuer en nous expliquant ce qu'est le régime de Vichy. Alors, le 16 juin 1940, un nouveau gouvernement est formé à Bordeaux par le maréchal Pétain. C'est la naissance du régime de Vichy, un régime autoritaire et totalitaire. Une seule personne a les pleins pouvoirs. C'est Pétain qui dirige le gouvernement. Il est assuré par une politique intérieure qui est la Révolution nationale. Une nouvelle constitution a été nommée ayant pour devise regroupée sous la triade travail, famille, patrie, qui remplace l'ancienne devise sous la triade liberté, égalité, fraternité, et une politique extérieure, la collaboration, avec l'armistice signé avec l'Allemagne et plusieurs sortes de collaboration administrative, politique, économique, militaire et idéologique. Ce régime se termine le 6 juin 1944 au débarquement des Alliés en Normandie. La collaboration sera punie en conséquence. Et pouvez-vous maintenant nous expliquer quel est le rôle du gouvernement de Vichy? Alors le rôle du gouvernement de Vichy, de ses polices, de ses tribunaux est fondamental dans la répression de la résistance. Certains résistants qui ont été arrêtés et incarnés racontent d'ailleurs qu'ils n'ont jamais eu affaire aux Allemands jusqu'à leur déportation. L'action conjuguée, les services français et allemands, dont la collaboration a été établie par des accords au plus haut niveau, porte des coups terribles à la résistance. Merci Essane. Je vais pouvoir vous dire au revoir. Tout à fait. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bon, eh bien, je pense que nous avons fini et que nous avons fait le tour de toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la répression de résistance en France par les autorités d'occupation et le régime de Vichy. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout.